Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Je suis chef de service de psychiatrie addictologie et je suis président de la Fédération française d'addictologie. On rencontre à l'occasion du livre qui est paru il y a quelques mois de ça, Comment l'alcool détruit la jeunesse. C'est une question ou un constat pour le professeur? C'est à la fois une question et un constat. Alors la question, c'est je la pose à moi, à mon co-auteur, c'est Marie-Pierre Samitier, qui est une de vos collègues, puisqu'elle est journaliste à France Télévisions. Et en même temps, c'est un constat, parce que quand on voit les chiffres et on voit les tendances, c'est à ce moment-là qu'on s'est posé la question de savoir si réellement cet alcool détruit ou non la jeunesse. Et puis on s'est rendu compte qu'une partie de la jeunesse était en train d'être détruite, et à la fois par la consommation et par aussi le cynisme des politiques et des lobbies. Oui, d'ailleurs, parce que si je reprends le sous-titre de votre livre, c'est... La responsabilité des politiques et des lobbies. Alors, avant d'y arriver, tous les sondages récents laissent entendre que finalement on boit moins en France et que les jeunes boiraient moins que ce qu'on a entendu de ce que les sondages veulent bien dire. Alors, la consommation de la jeunesse, on en est où? Alors, un phénomène de mode, absolument, absolument. Alors quand on dit boire moins, globalement les Français depuis 40 ans, on boit beaucoup moins on boit beaucoup moins. On était il y a des dizaines d'années, à 30 litres d'alcool pur par habitant et par année. On est passé à peu près à 12,5 litres d'alcool pur par personne et par an. Donc évidemment, on boit moins, mais on boit différemment, et on a des populations qui jusqu'à présent n'étaient pas intéressées par l'alcool, se mettent à boire. Et donc on boit différemment, on boit beaucoup dans les occasions, en étant ivre, et on engage les problématiques liées à cette ivresse. Et surtout, il y a deux types de populations qui jusqu'à présent étaient épargnées par l'alcool. Ce sont les jeunes. Les premiers contacts se font de plus en plus jeunes, 12, 13, 14 ans, alors qu'avant c'était 15, 16, 17. Et puis les femmes qui ont rejoint les hommes dans les populations qui boivent beaucoup. Puis vous expliquez dans votre livre que l'approche, la séduction se fait de manière très insidieuse, faut pas dire. Vous utilisez même à un moment le mot de perversité. C'est violent, non? Oui, non, c'est parce que le système dans lequel on s'est retrouvé, c'est un système qui n'est pas le fait du hasard. On a développé du merchandising, comme disaient les anglo-saxons, pas par hasard, pour cibler des populations et pour garantir les profits. Qu'est-ce qui se passe dans un cycle normal de commerce et lié à l'alcool? C'est que, naturellement, les personnes qui boivent, ce sont des hommes d'âge mûr, ils boivent pratiquement tous les jours du vin, des apéritifs, avec une majoration de leur consommation en fin de semaine, et parfois, pour ceux qui sont consommateurs tous les jours, en fin de journée. Donc ceux-là, on les connaît, ils sont acquis, finalement. Ils assurent le fonds de commerce et de revenus de toute la filière de l'alcool. Je ne dis pas viticole, je dis de l'alcool. Je ne veux pas, je ne veux pas montrer du doigt la viticulture. Je parle de l'alcool, les alcooliers en général. Alors, il s'avère que le profit n'a pas de limite, et lorsque ces personnes arrivaient à un stade particulier de leur consommation, soit ils s'arrêtaient pour des raisons de santé, soit ils disparaissaient parce qu'ils étaient soit guéris, soit ils mouraient. Et donc, il fallait, en quelque sorte, assurer la relève. Et la relève ne pouvait être assurée que par des populations qui, jusqu'à présent, ne sont pas naturellement intéressées par l'alcool et par le vin. Et donc, du coup, on va chercher les jeunes, et on va chercher les femmes qui, elles, ne consomment pas autant que les hommes d'âge mûr. Et si vous inquiétez sur le fait que l'alcool détruit la jeunesse, c'est qu'on ne réagit pas de la même manière à l'alcool quand on a 13 ans que quand on en a 25. Quand on a 13 ans, on a un cerveau qui est en maturation. Le cerveau continue à maturer jusqu'à 22, 23 ans, même 24 ans. Et que l'aspect fini du garçon et de la fille, physique, ne présage pas du tout de la maturation du cerveau qui se continue et qui est différente de celle des organes génitaux et puis de l'apparence. Et donc, on a affaire à des drogues, comme l'alcool, qui viennent perturber finalement cette maturation. Et quand on sait que l'alcool est un produit totalement étranger à l'organisme, on ne produit pas de l'alcool naturellement, et donc l'organisme, pour pouvoir supporter cet alcool,
eh bien, va développer des maladies, va développer des cirrhoses, va développer finalement des atteintes au niveau des vaisseaux, du cerveau. C'est tout ça qui est compliqué. C'est là que l'addictologue que vous êtes intervient, parce que les jeunes n'ont pas forcément la notion d'addiction. Ils pensent qu'ils peuvent. Les sondages montrent qu'ils sont convaincus de pouvoir se débarrasser, arrêter de boire quand ils le veulent. Alors, ils n'ont pas tort, parce qu'en vérité, on ne devient pas addict à l'alcool en étant jeune. Ça arrive. En revanche, ce qui peut arriver, c'est qu'on a des accidents, on a finalement des stress dans l'organisme. J'ai beaucoup parlé du binge drinking, c'est ce qu'on appelle les consommations importantes, massives. Ça existait ça avant ou Oui, ça existait, absolument ça existait. Non, ça s'appelait autrement, et puis surtout, ça existait dans un cadre organisé, festif et qui avait un sens culturel. Pour le coup, actuellement, ces binge drinking, ce sont des consommations qui n'existent que pour elles-mêmes. Il n'y a pas de finalité finalement. On boit pour boire. Et c'est là où, très clairement, il n'y a pas de limite quand on boit pour boire. La limite, c'est les effets de l'alcool sur le comportement. Alors, on s'est rendu compte que ces phénomènes de consommation itérative, importante, compulsive, avaient finalement des atteintes qui pouvaient se manifester plus tard. Des atteintes du cerveau, du foie. Un peu comme l'océan qui absorbe la pollution, on pensait que la jeunesse pouvait absorber l'alcool sans laisser de traces. Ce qui est faux. Maintenant, la science nous montre que finalement ces alcoolisations massives, répétées, même si elles s'arrêtent, elles laissent toujours des traces. Et ce sont des traces que l'on peut voir et détecter à travers des batteries de tests très élaborées. Et que vous parlez du phénomène de binge drinking, on parle souvent aussi de rite d'initiation. L'alcool est devenu une espèce de mode de consommation. Boire devient quelque chose de banalisé. Alors évidemment, les rites d'initiation existaient avant, et ils étaient essentiellement d'essence un peu spirituelle, voire religieux. Il y avait l'armée, il y avait le service militaire. Donc il y avait des passages à un moment donné qui très souvent étaient fêtés ou étaient sacrés ou consacrés par l'alcool. Ces rites n'existant plus. Maintenant, c'est le passage de la petite école au collège, du collège au lycée, et puis du lycée à la fac. Et on a ce type de rites qui sont extrêmement puissants et importants. Et les alcooliers et les merchandisers, les marketeurs qui ont toujours une longueur d'avance sur les soignants, comme moi, offrent cet alcool. Ils savent que ce sont des périodes au cours desquelles ils peuvent venir s'insérer et ils viennent offrir finalement ce produit qui vient marquer le rituel. Alors évidemment, ils ne disent pas « buvez mon alcool, enivrez-vous ». Ils expliquent par finalement une publicité détournée qu'il y a c'est l'équivalent de la jeunesse, de la beauté, de la performance, la couleur, voilà. C'est tout ça qui est mis en exergue. Et derrière ça, il y a aussi tout ce qui est compliqué. C'est tout ce, par exemple, pour le vin en France, c'est tout ce qui est lié à la culture, la tradition, tout ce qui fait sens. Et donc, clairement, si on combat les excès, on combat finalement ce qui fait sens commun. Et c'est là où la parole, finalement, de quelqu'un comme moi, ou bien des gens qui sont dans la santé et la prévention, devient inaudible et on passe pour, finalement, des empêcheurs de vivre et de jouir. Alors qu'on n'est là que pour essayer de tracer, de tirer, finalement, un périmètre de sécurité. C'est que vous poussez quand même un cri d'alarme. C'est pour vous une urgence de santé publique parce que les jeunes boivent de plus en plus jeunes. Les jeunes boivent de plus en plus jeunes, ils boivent beaucoup. Ils ne s'arrêtent pas forcément lorsqu'ils arrivent à un moment donné où ils passent à la vie adulte. On a affaire les femmes boivent beaucoup et on se rend bien vite compte que même si on a baissé la quantité globale de la consommation par personne et par an, on a exposé des jeunes, exposer des personnes en difficulté. Par ailleurs, même si je parle des jeunes et des femmes, ne pas oublier que la consommation, même moyenne, qui concerne la France, pose problème. Pose problème, pourquoi? Parce que nous avons tous les ans 50 000 morts, 49 000 morts pour être précis, de personnes qui décèdent de manière directe ou indirecte par le fait de l'alcool. Et ça doit questionner les politiques qui ont assoupli la loi, qui permet de protéger, qui ne permet pas. Cette loi permet de protéger les Français. Elle n'est pas là pour embêter la viticulture. Évidemment, la viticulture existe et existera toujours. Pour vous, la solution est au niveau des politiques? Elle est au niveau des politiques, elle est surtout au niveau de la prise de conscience. Et donc, il faut que notre parole porte, et je vous remercie de m'interroger aujourd'hui sur ce sujet. C'est très important. Il n'y a pas une famille française qui n'a pas, de près ou de loin, eu un problème avec l'alcool dans un proche. Et c'est quand on dit ça qu'on se rend bien vite compte que ce n'est pas le problème de l'autre, c'est notre problème à tous.
Pensez quoi de la phrase « à consommer avec modération » ? Ah ben, vous voyez, à consommer avec modération, l'éducation au goût, la consommation responsable. Ce sont des jargons, ce sont des mots, ce sont des thèmes qui ont été petit à petit instillés par le lobby de l'alcool. Je dis bien le lobby. Et en vérité, on n'a pas à éduquer les personnes à consommer. La consommation n'a pas besoin d'éducation. Quand on dit éduquer les personnes, c'est finalement les amener à s'initier à la consommation. Le fait de boire n'est pas quelque chose de naturel. Boire de l'eau, consommer pour survivre et vivre, oui, mais boire de l'alcool, non, pas forcément. Donc c'est tout ça qui est absolument édifiant. La modération ne veut rien dire. On le sait, d'ailleurs ça a été rapporté, ça a été même dit, et elle s'est fait d'ailleurs attaquer vertement la ministre des Solidarités et de la Santé, Madame Agnès Buzyn. La consommation, les problèmes liés à l'alcool sont proportionnels à la consommation. Petit problème, petit verre, grand problème, grand verre. Il n'y a pas de seuil. On n'a pas bu 5 verres la veille et au 6e, on devient malade. Et évidemment, la maladie ou bien les problèmes liés à la consommation sont proportionnels à cette consommation même. Vous pensez quoi de la loi Évin ? C'était une très belle loi il y a 20 ans. Ça n'est rien d'autre finalement une coquille vide ou quasiment vide. Je ne sais pas quelle est encore la portée de la loi. Nous l'avons détricotée et puis il aurait fallu au contraire l'enrichir par un dispositif très important qui n'existait pas à l'époque, c'est la publicité et c'est la communication sur Internet. C'est le média de prédilection des jeunes, et des moins jeunes d'ailleurs, et on a laissé cet espace totalement en dehors de la loi, et c'est absolument scandaleux et c'est absolument irresponsable. Je vais revenir sur le différentiel garçon-fille. Oui. On se rend compte que en termes de consommation, ils sont à peu près au même niveau de consommation. Alors, les niveaux de consommation des filles sont en train d'atteindre celui des garçons. Le problème, c'est que les filles sont moins bien dotées naturellement pour combattre l'alcool. Pour la même quantité d'alcool consommé, les filles peuvent développer d'abord des maladies du corps et du cerveau beaucoup plus rapidement. Vous savez qu'il y a des liens très graves et très, très probants et montrés entre le cancer du sein, entre les problèmes de fertilité. Les filles deviennent plus vulnérables, elles sont sujettes à des violences, elles sont sujettes à des agressions pour une quantité d'alcool consommée comme celle que pourraient consommer les garçons. Vous parliez d'éducation à l'alcool tout à l'heure. On boit comment ? Est-ce que l'environnement sociétal, familial a un impact ? À savoir que si on vient d'un milieu défavorisé, on aurait tendance à plus boire ? Les initiations sont les mêmes. En vérité, on peut boire dans une famille où personne ne boit par rébellion. On peut boire dans une famille où tout le monde boit par imitation. Ensuite, la société se charge de nous formater. Hélas, voilà. Donc, on est dans un pays où le vin est sacré, est consacré, où la consommation d'alcool n'est pas prohibée, et tant mieux. En revanche, on pousse les gens à la responsabilisation. Non, la responsabilisation et la responsabilité, elle est la nôtre, les adultes, le personnel soignant et surtout les politiques qui font les lois. En revanche, nous sommes tous des citoyens français et nous sommes libres. Et ça, c'est une liberté absolue. Et c'est là où il faut savoir confronter sa liberté avec la responsabilité et protéger les personnes qui ont perdu toute capacité à le faire. Et c'est à ce moment-là que le fait de changer le dispositif comme la loi Évin vient finalement remettre en question l'irresponsabilité des pouvoirs politiques face à la liberté des personnes qui consomment. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... Est-ce qu'il y a une manière de faire pression ? Eh bien, je pense que ce qui est utile, c'est que les Français se lèvent. Ils arrêtent d'être... Et il faut qu'on arrête de mentir aux Français. Il y a des fausses nouvelles, ce qu'on appelle les fake news. Il y a même une dissémination d'une littérature scientifique fausse, ou alors elle est partiale, et on ne met en avant que ce qui permet finalement de corroborer, de venir rasseoir la moitié d'une vérité. C'est là où notre intervention, finalement, votre curiosité nous permet de dire la vérité. Ensuite, les personnes sont libres. Mais pour l'instant, nous sommes étouffés par la puissance du lobby qui, très clairement, a installé au niveau de tous les gens du pouvoir leur intérêt. Ce n'est pas le cas pour ce qui nous concerne. Nous essayons de faire ce qu'on appelle du marketing social, mais on n'a pas les moyens. Et la santé, même les effets éventuellement à long terme, les effets néfastes de l'alcool ne sont pas suffisants pour convaincre. Ils existent, on en souffre, ça nous coûte cher, mais mettre en adéquation ce constat édifiant par rapport aux prises de décision politiques, c'est impossible. Ce passage est impossible parce que nous avons un barrage des lobbies qui tutoient finalement le pouvoir, qui lui fait les lois.
Quels sont vos rapports avec les lobbies de l'alcool, entre autres? Eh bien, ce sont pas des invectives, ce sont des contre-vérités avec une tentative de remettre la vérité, de redire la vérité avec très peu d'écho, je dois le dire. J'espère que nous pouvons, mon idée ce n'est pas de jeter l'opprobre sur l'alcool et le vin, c'est discuter. Chacun son boulot. La prévention est faite par le personnel soignant y compris par les décideurs, les politiques, l'administration, les moyens ne sont pas les mêmes. Et puis la viticulture, les alcooliers doivent évidemment commercer, travailler, mais ils doivent respecter cet espace dans lequel la santé publique est un sanctuaire dans lequel on ne fait pas d'argent. Il ne faut pas le violer ou le violenter. Quand on vous oppose le fait que c'est un phénomène culturel et que vous mettez un coup de pied dans la fourmilière, vous réagissez comment? Et c'est évident que c'est un phénomène culturel, je le respecte. Je pourrais également vous dire que le hamburger est un phénomène culturel aux États-Unis. C'est le pays qui compte le plus grand nombre d'obèses et de personnes qui ont des problèmes de poids, de diabète. Alors, c'est une objection qui n'a pas beaucoup de sens. Ce n'est pas parce que c'est culturel que c'est forcément bon dans l'excès. Qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce que boivent les jeunes? Ils boivent de tout. Ils boivent du vin, mais pas que, évidemment. Beaucoup de spiritueux, des vodkas, du rhum. Ils font des mélanges. Le jeune actuel, il n'est pas monothématique ou monoproduit. Il boit de tout. Le fait que l'alcool puisse être acheté librement à partir de 18 ans, vous en pensez quoi? Eh bien, c'est pas ça qui m'inquiète. À 18 ans, à la limite, on est majeur. C'est parce que vous pouvez l'acheter avant 18 ans. Oui, je comprends. Voilà. C'est bien là le problème. Et c'est là aussi le cynisme dans lequel on avance, on se ferme les yeux. Vous êtes chef de service d'un service d'addictologie. Vous prenez régulièrement en charge des jeunes qui sont confrontés à l'alcool, qui sont tombés dans une addiction, qui ne s'en sortent pas. Parce qu'on disait tout à l'heure que l'alcool, effectivement, on pense pouvoir décider du moment où on va arrêter. Mais le phénomène addictif aussi vous inquiète. Évidemment, les addictions sont un grand problème. C'est un problème de santé et un problème de société. C'est un problème qui nécessite vraiment la mobilisation de tous les acteurs de la société. Moi je suis en même temps président de la Fédération française d'addictologie. J'ai adressé un courrier au président de la République le 9 novembre lui demandant de faire des addictions une grande cause nationale pour l'année prochaine. Ce n'est pas une grande cause nationale du quinquennat. Pour que ce ne soit pas simplement un acte banal, qu'on puisse l'invoquer à chaque fois qu'il y a un problème et qu'on puisse être entendu. Et j'espère que c'est une vraie grande cause. Elle est à la fois une grande cause de santé publique, de société, d'économie. C'est tous les éléments qui sont très clairement de la souveraineté et de la responsabilité d'un chef d'État. J'espère qu'il va nous répondre. En conclusion, on peut banaliser la question de l'alcool, le phénomène de l'alcool à votre connaissance ou pas? On ne peut pas banaliser l'alcool parce que l'alcool est un produit par lequel on peut avoir des problèmes. En revanche... Vous le mettez au même niveau que les stupéfiants? Ah oui, l'alcool, au même titre que les stupéfiants, est un produit qui entraîne une dépendance et des dommages. En revanche, j'ai bien conscience que le vin, puisqu'on est souvent attaqué par la viticulture, a une symbolique particulière qu'il faut respecter. Mais pour que ce vin soit respecté, il faut que les viticulteurs respectent le sanctuaire de la santé publique. Et eux et nous pouvons y arriver si très clairement ils renoncent à l'excès. Alors, on arrive à l'excès, on soupçonne un proche de souffrir d'un problème d'alcool, qu'est-ce qu'on fait? Quand je dis l'excès, je ne parle pas de l'excès de la consommation, l'excès de zèle. Il y a de la place pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de l'aider en étant d'abord tolérant, parce que c'est une personne qui est tombée dans une souffrance et une dépendance et une maladie. Et on se fait aider quand on est proche, parce qu'on va souffrir de l'alcool du proche. Et il y a des structures qui existent partout en France, Dieu merci, j'allais le dire. Et puis les gens vont, et on peut commencer par discuter, et ensuite on fait l'évaluation des dégâts sur place. Et à ce moment-là, évidemment, le système français étant bien construit, on peut trouver de l'aide. Un message à notre jeunesse, le plus tard possible, et évidemment éviter les excès et savoir s'arrêter, sans prohibition, évidemment. Super.